Alors, donc on m'a demandé de parler d'hypersexualisation. Donc pour parler d'hypersexualisation, on va peut-être commencer par la base, c'est-à-dire définir ce que c'est que la sexualisation. Et donc la sexualisation, c'est vraiment le procédé de donner en fait un caractère sexuel à un produit ou à un comportement qui n'en a pas en soi. Et donc là, je vous ai mis une petite pub pour illustrer le propos. Une pub Senseo, donc Senseo noir pour envoûter maman, rien de tel que la magie noire. Et donc on a un pénis et deux testicules pour vendre la machine à café. Donc ça c'est une affiche qu'on va retrouver dans l'espace public de manière tout à fait banalisée en fait. Donc on commence par la sexualisation. Et alors du coup, qu'est-ce que c'est que l'hypersexualisation? En fait, je vais garder cette petite manette avec moi. Voilà. L'hypersexualisation, nous on l'a définie par un phénomène de société qui se caractérise par une sexualisation à l'extrême et une forme de surenchère sexuelle. Donc tout objet, toute action, tout comportement est un prétexte à une allusion sexuelle. Et donc vous voyez ici, non, on ne voit pas, c'est dommage, je vais vous lire la phrase. En fait, c'est une pub de don d'organes. Et donc il est écrit « Becoming a donor is probably your only chance to get inside her ». Donc devenir un donneur, c'est sans doute la seule chance pour vous d'aller en elle. Voilà. C'est une vraie publicité. Voilà, donc vous voyez comme on utilise le sexe, ou en tout cas la sexualité, aujourd'hui pour faire vendre. C'est présent partout dans l'espace public. Et alors ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte comment est-ce qu'on en est arrivé là. En fait, qu'est-ce qui a mené à ce déploiement comme ça de la sexualité dans l'espace public. Alors nous, on a identifié plusieurs... Fonctionne plus. Ah, si, pardon. On a identifié plusieurs caractéristiques. Donc la première, c'est qu'on a vécu un contexte de révolution sexuelle dans les années 60. Donc on est vraiment passé d'une société où la sexualité était de l'ordre de l'intime, plutôt du tabou, à le fait que voilà, les mœurs évoluent, que la sexualité se libère. Et en fait, tout ça, cette révolution sexuelle a vraiment eu lieu dans un contexte de société de consommation, et aussi, je ne l'ai pas écrit, mais quand même de patriarcat. Et du coup, en fait, les pubs, les sociétés, le capitalisme, le néolibéralisme a compris qu'en fait, on allait créer des besoins. Et qu'est-ce qui faisait vendre? En fait, le sexe fait vendre, la sexualité fait vendre, parce que ça renvoie tout de suite à des émotions, ça éveille quelque chose en fait chez l'humain. Et du coup, on a décidé ils ont décidé que c'était très stratégique en fait d'utiliser les codes sexuels pour faire vendre des objets, des produits, et que ça fonctionnait bien. Voilà. Tout ça baigné dans un patriarcat quand même ambiant, avec des grands stéréotypes de genre. On a évoqué les rôles sociaux juste avant avec le théâtre débat. Les stéréotypes de genre, en fait, on les a définis comme une idée préconçue issue d'une catégorisation attribuée à toutes les personnes d'un même sexe. Je vais peut-être passer à la slide suivante pour illustrer plutôt de manière visuelle c'est quoi les stéréotypes de genre qu'on identifie, ou en tout cas à la Fédération pluraliste. C'est que les femmes, les filles, elles sont douces, elles sont coquettes, elles sont soumises, elles aiment s'occuper des enfants, elles sont discrètes, patientes, dociles, elles ne revendiquent pas grand-chose, elles ne sont pas intéressées par le pouvoir, elles ne sont pas tellement intéressées par l'autorité, par la science, l'aventure, la politique, etc. etc. Alors, on en sort des gros traits attribués au sexe, pour être tout à fait correct, au sexe femelle, pas féminin. Donc, ce sera la disponibilité, la docilité, la patience, la douceur, la sédentarité, etc. Alors, à côté de ça, on a les garçons et les hommes qui sont agressifs, forts, remuants, curieux, attirés par le sport, les voitures, la technique, le risque, le pouvoir, ne sont pas attirés par le soin des enfants, par les tâches méticuleuses, je rajouterai les tâches ménagères pour être stéréotypés, non pas de patience, etc. Et du coup, on est plutôt dans un modèle de force physique, domination, de mobilité, d'autonomie. Et donc ça, c'est ce qui représente le mâle.
Et donc on va attendez, est-ce que je dois changer ça? On va retrouver en fait ces codes et ces stéréotypes dans tous les domaines de la société. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypersexualisation. Et donc vous voyez, on va retrouver ces codes vraiment dans les films, dans les clips, dans les publicités, dans les réseaux, enfin sur les réseaux sociaux, les séries télé. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la base en fait de l'hypersexualisation. C'est le fait qu'on va utiliser ces stéréotypes poussés à l'extrême et qu'on va tenter à ce que les gens rentrent dans ces cases des stéréotypes. Et en fait, c'est assez confortable finalement d'être dans des cases. C'est plus confortable d'être dans une case que d'en sortir en tout cas. On se met un peu plus en perspective. Et donc le fait qu'on retrouve ces codes dans tous ces endroits de la société, dans l'espace public, au moment de l'adolescence, c'est un moment où on se cherche, sans doute, enfin, en fait on est tous passés par là, on le sait, c'est un moment bien pourri où on se cherche, où on se remet en question, on veut se trouver, on s'identifie à certaines personnes, à certaines choses, on a envie d'appartenir. Et en fait, je me dis que même adulte, on est comme ça en fait. C'est pas quelque chose qui est réservé à l'adolescence, on continue encore, comme je viens de dire, à essayer finalement quand même de rentrer dans certaines cases et c'est très difficile. Enfin, le travail d'en sortir est compliqué et du coup c'est confortable d'une manière ou d'une autre d'y rester. Et donc ça, j'ai dit ça pourquoi Et c'est ça, les adolescents, il y a une curiosité sur la sexualité et alors on va chercher à se conformer à ce qu'on voit dans les films, dans les clips, dans les publicités ou pas. Et je vais terminer mon intervention sur les stéréotypes ici pour passer plutôt à l'aspect de la pornographie. Donc la pornographie, c'est un des enjeux en fait qui est englobé dans tout cet enjeu sociétal d'hypersexualisation. Hop là, par une petite question. Est-ce que la pornographie, est-ce que c'est la pornographie qui génère l'hypersexualisation de la société ou est-ce que est-ce que la pornographie c'est le reflet de la société de consommation dans laquelle on vit? Vraie question, j'ai pas la réponse. À mon avis, ça fait des va-et-vient, mais c'est clairement en interaction tous les deux. Et donc la pornographie, on a créé un outil pornographique. Donc on a créé un outil pédagogique sur la pornographie. Et en fait, on se rend compte que la pornographie, elle est de manière globale diabolisée diabolisée par les adultes et surtout dans le système éducatif. C'est-à-dire que la pornographie pour les jeunes, c'est mal. Alors on a fait un petit listing des représentations en général des adultes. Alors, on reproche à la pornographie de donner une représentation faussée de la sexualité, transmettre des codes autour de la sexualité, être choquante, restreindre l'imaginaire érotique, avoir une responsabilité dans la banalisation des stéréotypes et des inégalités de genre, être addictive, être destinée à un public masculin, être responsable des violences faites aux femmes, mettre en scène une sexualité dénuée de sentiments, d'effacer la part relationnelle de la sexualité, d'inciter les jeunes à une sexualité trop précoce, de mettre en scène des formes de violence, etc., notamment à l'égard des femmes. Alors, tout ça, ce sont des représentations de la part des adultes. Et en fait ces reproches, le problème, c'est qu'un adulte il s'est construit, quoi. Et du coup, la pornographie, le fait de la diaboliser et de la rendre taboue et de pas vouloir... de vouloir protéger un peu le jeune de la pornographie, de vouloir finalement la prohiber, est-ce que c'est une bonne solution? On pose la question, nous on pense qu'il y a une troisième voie entre la banalisation de la pornographie et la diabolisation, qui est sans doute tout simplement de la déconstruire et d'en parler, de pourquoi pas en parler avec les jeunes. Il y a moyen d'étudier la pornographie qui est finalement le reflet quand même de grandes tendances de notre société. Il y a des études d'ailleurs sur la question, on appelle ça les porn studies. Et hop là.
Et en fait, l'idée, c'est de se dire, mais est-ce qu'une société sans pornographie peut exister? Moi, c'est vraiment pas grave. En fait, la société n'a jamais existé sans... Enfin, si, elle a existé sans pornographie telle qu'elle est actuelle, parce qu'on n'avait pas les moyens multimédia à l'époque, mais il y a toujours eu des représentations de la sexualité, en tout cas. Donc, enfin, depuis les premières représentations artistiques, on en retrouve dans des grottes, on retrouve des vagins, on retrouve des pénis. Enfin, la sexualité fait partie clairement de la vie humaine, et du coup, la représenter aujourd'hui d'une certaine manière, comme on appelle la pornographie mainstream, peut être vue comme une forme de violence, mais en tout cas, la pornographie a toujours existé. Et vouloir la cacher ou vouloir l'interdire, ouais, carrément, parce que nous, par exemple, à notre bureau, on nous a appelé l'année passée pour faire passer une loi sur l'interdiction de la pornographie et le fait de pénaliser tous les sites internet qui lançaient des pop-up, de proposer aussi une loi sur le fait qu'il faille rentrer sa carte Visa pour pouvoir avoir accès à la pornographie, etc., etc. Bref, tous des moyens d'empêcher, en fait, sur lesquels nous, on n'est pas spécialement d'accord, parce qu'en fait, tu peux mettre tous les moyens que tu veux, le jeune qui est curieux, il va y arriver. Il va arriver à détourner, les films parentaux, certainement plus doués, le jeune est certainement plus doué pour l'enlever que le parent pour le mettre, finalement. Donc est-ce que c'est souhaitable de vouloir prohiber la pornographie? Nous, on ne pense pas. Donc on croit vraiment dans la troisième voie, qui est de l'aborder, en fait, avec le jeune, et d'accompagner. Et en fait, j'ai envie de dire, la posture de l'adulte, en fait, là-dedans, c'est celle-là qui est le plus interpellant, je trouve, parce que l'adulte lui-même est empreint de représentation et de jugement. Et donc, l'adulte qui accompagne, lui-même est souvent très très mal à l'aise avec la sexualité. Dans le débat Théâtre-Action juste avant, on disait est-ce que l'homme peut prendre un rôle comme ça d'accompagnant avec une jeune fille? Ben, bien sûr, en fait. Et en fait, il faut aussi qu'il prenne sa place dans l'accompagnement. C'est pas quelque chose qui est réservé à un genre, à un sexe. Ça fait partie de la vie, il faut savoir en parler. Et le fait d'être mal à l'aise, en fait, met une gêne de base avec le jeune. Et donc c'est aussi l'adulte qui finalement retranscrit tout ça. L'adulte en premier, il faut d'abord se mettre soi et ses pratiques en question. Quand je repense à... Enfin, quand j'en parle avec des amis sur... tiens, mais parler de sexualité, toi, avec tes parents, finalement. Est-ce que tu étais à l'aise ou pas? Généralement, c'est non. Hein. Généralement, on n'est pas à l'aise de parler de la sexualité avec ses parents, mais finalement, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas à l'aise de parler de sexualité avec ses parents? Est-ce que c'est pas parce que les parents, quand ils ont voulu aborder la sexualité, enfin, moi ou mes amis, peu importe, eux-mêmes étaient hyper mal à l'aise? Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du malaise de l'adulte qui va venir en parler à la base, quoi. Et là-dessus, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, est-ce qu'on accompagne des jeunes ou est-ce qu'on accompagne des adultes à parler de sexualité? À mon avis, les deux. Pour donner des clés, pour déconstruire, j'ai pas dit tout ce que j'avais écrit sur mon slide, je me rends compte. Bon, des reproches à la pornographie, oui, ça peut codifier la sexualité, ça peut aussi ouvrir l'imaginaire. Il y a une objectivation de la personne qui devient une chose qui sera utilisée à des fins sexuelles. Il y a plein de pornographies différentes qui existent. Il y a la pornographie mainstream à laquelle on pense certainement sur YouPorn, où c'est vrai que la femme, on filme quoi? On filme le vagin en gros plan, avec le pénis super puissant en érection. Enfin, c'est très codifié, mais en fait, il y a plein d'autres pornographies qui existent, et ça, on le sait moins. Enfin, plein d'autres. Enlever le plein. D'autres pornographies qui existent. Pas le plus connu ou regardé. Et je vais passer à l'autre slide parce que je me perds en plus. Donc, voilà. Quel accompagnement. Mais voilà, j'ai commencé à en parler, mais déconstruire ses propres représentations, ça, je pense que c'est hyper important, et c'est la base pour entrer en communication avec un jeune, en fait. C'est toi te remettre en question sur ce que tu portes comme valeur, quels rôles sociaux aussi tu portes et tu vas mettre en action quand tu t'adresses aux jeunes. Et c'est un peu la base pour entrer en communication, quoi.
Ensuite, aborder la pornographie par différents biais. On vient de créer un outil pédagogique sur la pornographie, justement, qui permet d'aborder la pornographie de manière ludique, avec des jeunes ou des adultes, finalement, peu importe. Et qui, en fait, qui aborde la pornographie via l'histoire, via l'industrie de la pornographie, donc tout ce qui est tournage, via la littérature, donc des citations, via l'histoire, l'art, via les représentations. Donc si la pornographie était une couleur, enfin bref, et ça permet en fait d'ouvrir le débat et de parler, d'ouvrir le débat sur la sexualité et de permettre des espaces où on peut s'exprimer. Dans le théâtre Action juste avant, j'avais noté d'ailleurs, ils sont plus là, mais c'est pas grave, de cette phrase où la jeune dit mais non, mais de toute façon si je le dis mais c'est ça, je vais pas le dire, parce que sinon ils vont me juger. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental, quoi. Le fait que l'adulte, malgré tout, il est empreint de toutes ces représentations et qu'il est finalement, est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de ce que le jeune nous dit et est-ce qu'on renvoie à ce que le jeune ressent? C'est-à-dire, est-ce qu'on questionne, est-ce que tu es d'accord avec, est-ce que tu es en cohérence avec ce que tu ressens, quoi? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu... là, je dévie, mais c'était par rapport à la scène. En plus, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là ce matin, pardon. Mais c'était par rapport à la scène... Pardon, quoi? Tout le monde était là. Tout le monde était là. Ouais, peut-être qu'il y a des nouveaux dans la salle. Mais sinon, je pense que c'est important, la question des... Comment est-ce que toi, tu te sens, quoi, par rapport à tout ça? Est-ce que tu sens que c'est juste? Est-ce que tu sens que c'est cohérent? Et peu importe ce que l'adulte ressent. J'ai un autre exemple pour vous. C'est que je suis animatrice dans une ASBL où on anime des enfants qui sont placés en institution, justement, donc c'est votre public. Enfin, c'est le public dont on parle aujourd'hui. Alors moi, j'avoue que les outils pédagogiques qui sont créés pour le grand public, c'est pas axé sur ces types de publics qui ont clairement un trauma, pour moi, dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle. Mais peu importe. En fait, on était pendant un camp de vacances, donc on les anime pendant les vacances, et il s'était passé un échange, donc une clope contre une fellation, entre deux jeunes qui avaient, 17 ans? Je crois qu'ils avaient 17 ans. Ils étaient dans les plus âgés, et tout le monde le savait sur la prairie, sauf nous, les animateurs. Alors, quand quelqu'un... Et en fait, il s'est passé qu'il y a un jeune qui a été le raconter à une animatrice par vengeance de quelque chose. Enfin bref, l'information est sortie des jeunes et a été chez les adultes. Et en fait, là, ça a fait un tollé, quoi. Donc, tout d'un coup, on se dit, OK, on vire les deux jeunes. Ils ne peuvent plus rester sur la prairie. Donc, on les vire. Et là, on a eu toute la prairie à feu et à sang. C'est-à-dire que tous les jeunes se sont insurgés contre les adultes. Pourquoi? Mais parce que pour eux, c'était OK, en fait. C'était OK de donner une clope contre une fellation. Alors, je dis pas que c'est correct, mais eux, ils étaient consentants, en fait. Et du coup, il y a vraiment eu une réaction virulente des adultes d'abord envers cette action, et ensuite des jeunes, parce que eux ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on virait de jeunes qui avaient fait quelque chose de pas si grave. Ils trouvaient pas ça grave. Par contre, ils étaient furax contre le jeune qui avait été dénoncé l'action. Donc, bref, c'est un exemple pour se remettre un peu en perspective par rapport à ce que nous, on trouve qui est grave, alors que dans le chef des personnes concernées, en fait, ça n'allait pas du tout et ils sont complètement consentants. Voilà. Juste une petite ouverture. Donc j'ai parlé du jeu, des outils. Un autre petit truc que je voulais dire aussi par rapport aux outils pédagogiques, parce qu'on en crée beaucoup, sur tout ce qui est thématique Evras. Et en fait, un outil c'est bien, mais c'est qu'un écran. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir parler de relationnel affectif et sexuel, très bien, mais il faut d'abord être à l'aise avec la thématique, de deux, déconstruire ces représentations, et de trois, pas juste se dire « Ah, j'ai envie de parler de consentement, je vais prendre un outil, hop, ok, comment on fait, paf, je le lance en animation. » Je pense qu'il y a quand même il faut réfléchir à ce qu'on fait, et pas juste se servir pas juste prendre quelque chose qui existe en disant en fait je vais parler contraception, donc je vais prendre ce truc là et puis je vais l'amener dans le groupe et puis voilà,
Mais je pense qu'il faut vraiment se mettre en réflexion sur ces préjugés, sur ces représentations, sur qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on veut aller. Et tout ça, ça demande quand même du travail dans le chef de l'adulte. Alors, pour revenir à la phrase « quel accompagnement ?» nous, on soutient les activités Evras. Alors, pour permettre, en fait, juste le fait d'ouvrir et permettre un espace de parole. Mais c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. C'est-à-dire que si vous êtes un éducateur ou une éducatrice, je pense que la parole, elle va s'ouvrir pas qu'avec les jeunes, mais avec votre équipe aussi, par exemple. Avec votre équipe, avec la direction. Comment est-ce qu'on parle de sexualité? Qui est à l'aise de parler de sexualité dans le groupe? Quel adulte qui ne l'est pas? Pourquoi? Comment est-ce qu'on fait si on apprend une situation où il y a une situation où il y a des peines pénales, par exemple. Et c'est un peu réfléchir à sa pratique en groupe, tout seul, pour permettre d'accompagner les jeunes au mieux. Et on a développé un chouette petit outil là-dessus, justement, sur se mettre soi-même en réflexion en tant que professionnel, qui s'appelle Animateur, animatrice Evras, drôle de métier, et qui est dans le listing des outils et ressources à disposition dans votre petite farde. Et voilà. Donc je suis dans ta vie. Ouais, je suis dans ta vie. Enfin, même un peu juste. Écoute, merci pour ton intervention. Elle a le mérite d'aller directement effectivement, au problème essentiel qui est la posture de l'adulte. Comment se positionner par rapport à ça. Effectivement, il y a des clivages générationnels qui font que... des relations du parent à l'enfant où c'est relativement compliqué, surtout avec l'adolescence. À un moment où il peut y avoir réactivation, plus ou moins oedipien, qui font que c'est un peu compliqué, ça se parle entre parents et enfants. Il y a des projections, parce qu'en tant que professionnel, on peut aussi être parent, donc finalement, comment on se retrouve avec ça. Il y a des clivages générationnels, c'est-à-dire à un moment que les adultes font bloc face à des gamins qui font bloc, et l'anecdote que tu donnes est assez révélatrice, qu'on ne fait pas bloc sur les mêmes choses, mais que le scandale qu'ont partagé les adultes était au moins aussi virulent que le scandale qu'ont pu partager les gamins, et avec des mécanismes de désignation de bouc émissaire, les deux enfants coupables, ou le traître du groupe. Finalement, les deux groupes fonctionnent avec des mécanismes un peu archaïques, semble-t-il. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de pensée dès lors que ce thème de la sexualité fait éruption. Donc comment on l'introduit, comment on met des mots. Alors c'est vrai que ce qui est appréciable dans le travail de votre travail au planning familial, c'est tous ces outils qui permettent de faire médiation, quoi, qui permettent d'en faire une activité ludique qu'on peut amener et mettre en dialogue avec les jeunes, et puis à ce moment-là parler à partir de là où sont les jeunes, et parler aussi au niveau de confiance qu'on a nous avec les jeunes, et qui font que certaines choses peuvent se dire et d'autres probablement pas, mais au moins signaler aux jeunes qu'on peut nous en parler. C'était un peu des points qui étaient évoqués dans le théâtre de parole, quoi. C'est que si les mômes se disent qu'on ne peut pas parler à l'adulte de ça, on n'en saura rien. Voilà, donc merci. Et donc peut-être la parole à la salle maintenant. Très très mal. Peut-être c'était pas une année où, enfin ça n'a rien à voir avec moi. J'étais pas sur la prairie cette année-là, mais donc on m'a raconté. Ça s'est très très mal passé. C'était vraiment à feu et à sang. Tous les gamins couraient partout en hurlant. Enfin, moi j'ai une scène dramatique dans ma tête. Mais ils étaient vraiment furax, quoi.
Et en fait, les deux ont été ramenés de force dans leurs institutions. Voilà. Et ça a été super, super long de ramener le calme auprès des autres enfants et de comprendre, je pense, surtout. De comprendre où ça avait posé problème pour les adultes. Ah non, parce que l'autorité des adultes a été mise. Ils ont ramené les deux jeunes dans leurs institutions. Donc ils étaient en vacances dans un groupe et les deux jeunes en question ont été ramenés dans leurs institutions, donc punis. Donc l'autorité, l'adulte l'a mise. Mais après, ça a été très très compliqué de renouer un dialogue avec les enfants. Ouais. Ouais, mais ouais, c'était une situation apparemment très, très délicate. Et c'est vrai que ça semble complètement fou, quoi, pour un adulte, en fait, ce genre de marchandage, enfin, d'échange de procédés. Voilà. Vous savez, ce matin, on avait parlé de comment on va dire aux gamins, il y a de l'intimité, etc. Puis en même temps, sur Facebook, on voit le nombre d'adultes qui sont dans une exhibition d'eux-mêmes. Avec les mômes, ils constatent ça. Donc, évidemment, en plus, je crois que tu as une réflexion sur cette question-là, mais moi qui me trouble de plus en plus sur la notion de consentement. Hein, parce que la notion de viol a évolué avec la conférence d'Istanbul, où au départ, il est de moins en moins qualifié par rapport à des actes de violence ou de menaces, mais par le fait qu'il y a un non-consentement. Donc ça paraît être une avancée, mais en même temps, du coup, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a consentement, c'est OK. Et puis, à la limite, il peut y avoir des actes de barbarie. Si c'est consentant, dans le cas d'un truc sadomaso, Donc finalement, cette notion de consentement, on la véhicule comme quelque chose d'évident. Mais ensuite, c'est comme un truc qu'on met entre les... Enfin, c'est ce que dit Platon sur les gamins qui s'emparent des concepts de philosophie, puis qui dit... ils s'en servent comme des chiots qui déchiquettent. Bon, on balance des concepts, et puis qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite quand on les a jetés dans la société, quoi. Mais, oui, mais le problème, il est chez qui? Ouais, non, mais c'est vrai. Il est chez l'adulte ou il est chez celui qui le vit, quoi. Donc c'est un peu questionner les normes sociétales dans lesquelles on évolue. Est-ce qu'elles ont toujours lieu d'être? Voilà, c'est une vraie question. L'exemple qui est donné évoque, me semble-t-il, beaucoup plus la prostitution que la pornographie, finalement, parce que le corps de cette jeune est vendu, finalement. Alors, ces deux jeunes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une marchandisation du corps entre la fellation et la cigarette. Donc, finalement, c'est peut-être plus rattaché à quelque chose qui aurait un trait à la prostitution et à la prévention de la prostitution, enfin, il me semble. Oui, alors je l'ai utilisé cet exemple pour illustrer plutôt la représentation de l'adulte. Mais c'est vrai que ça se relie plus à la prostitution, enfin ce qu'on dit, la prostitution que la pornographie. Oui. Excusez-moi. Moi, je voulais juste réagir à ce qui vient d'être dit. Il me semble... je travaille dans une association qui se trouve à Montreuil et qui accueille des adolescents, des mineurs et des jeunes majeurs isolés étrangers sur le territoire français. Je suis chef de service et de formation éducatrice spécialisée. Il me semble que dans ce que vous avez pu expliquer de ce qui s'est passé dans cette prairie, moi, il me semble que c'est du regard que je peux en poser avec tout le recul et toute la méconnaissance de la situation. Que c'est une expérience entre deux adolescents. Alors après, le consentement est effectivement difficile à évaluer parce qu'un adolescent peut dire avoir consenti et l'avoir réellement consenti comme quelque chose d'interdit
et qu'il expérimente et où il dépasse les limites et le cadre pour pouvoir se construire, où effectivement il subit la pression d'un groupe et où il n'a pas le choix et où il dit verbalement qu'il a consenti. Donc effectivement, il y a une difficulté à ce niveau-là pour évaluer est-ce que c'est réellement un consentement ou pas. Mais je voulais en revenir à la réaction que les professionnels ont eue, même si c'est facile après coup de dire ce que je veux dire, mais j'ai un peu l'impression que les professionnels qui se sont retrouvés démunis, un peu comme ce qu'on a pu voir ce matin, qui se sont trouvés démunis, se sont protégés plus eux-mêmes qu'ils n'ont protégé les jeunes. C'est-à-dire que renvoyer des adolescents pour cette raison-là, c'était peut-être nécessaire et pas possible autrement, mais il me semble que ça aurait pu être fait aussi autrement, avec un accompagnement à travers la parole. Ce n'est pas du tout une critique, c'est juste mon point de vue qui est facile à avoir effectivement quand on est en dehors de l'action. Mais du coup, je ne perçois pas ce que vous avez expliqué comme de la prostitution, mais plus de l'expérience d'adolescents qui sont effectivement en collectivité et qui dépassent, qui expérimentent. Je suis d'accord. Non, c'est non, mais c'est clair. C'est un geste sexuel tout tarifé avec la cigarette. La cigarette à un coup. C'est pas... Alors... c'est un accord. C'est un accord entre deux jeunes qui font une expérience, ouais. Enfin, qui comporte une dimension sexuelle. Mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord au niveau de l'accompagnement. C'est spécial de renvoyer un jeune ou une jeune au lieu d'entamer la discussion sur tiens, mais finalement, qu'est-ce que c'est pour ton intimité? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Est-ce que c'est quoi une... Enfin, ça touche aussi à tout ce qui est affectif. C'est quoi l'amour? Est-ce que tu avais envie? C'est quoi pour toi une relation amoureuse? C'est quoi l'amitié? Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre d'une amitié? Etc. etc. Mais on n'est pas des professionnels, on est tous des bénévoles dans cette assoce. Donc il y a souvent des points de tension en fait par rapport à des situations et souvent des situations d'ordre qui touchent au sexuel en fait. Voilà. Et sinon, par rapport à ce que vous disiez sur le consentement, je pense que c'est clair, le consentement, ça dépend du contexte. Et je les connais pas, ces jeunes. Ces deux-là, je les connais pas. Mais clairement, la jeune fille a pu être en proie à des pressions. Mais finalement, peut-être que nous aussi, il faut laisser cette porte-là ouverte et se dire, peut-être qu'elle l'a fait et c'était ok pour elle de le faire en fait. Elle était d'accord avec ça et lui était d'accord avec ça et tout le monde était fondamentalement consentant. Mais je pense qu'on dévie le sujet sur cet exemple. Simplement, moi je voulais reprendre, je suis infirmière, je travaille en centre médico-social, sur la question du consentement. Qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot? Est-ce que c'est juste consentir de ne pas s'opposer? Ou est-ce qu'on parle aussi de redéfinir ce que c'est exactement le consentement quand vous l'évoquez? Alors, consentir, c'est pas s'opposer, c'est-à-dire pas spécialement marquer son accord. Le consentement, c'est compliqué. On y travaille pour l'instant dans notre fédération. Mais je pense que le consentement, ça dépend tellement du contexte. En fait, ça peut pas être simplifié. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment. Essayer de simplifier le consentement, c'était vraiment se leurrer. Et en fait, il faut s'écouter déjà de qu'est-ce que nous on veut dans une relation sexuelle ou non finalement en fait. Qu'est-ce qu'on veut profondément? Est-ce qu'on le veut parce qu'on est pressé d'avoir une expérience sexuelle, parce que tout le monde le fait à côté, parce que c'est comme ça que ça se passe, parce que on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire? Donc, qu'est-ce que je veux? Déconstruire d'abord ce que fondamentalement, mes désirs fondamentaux et mes envies. Et alors aussi, qu'est-ce que l'autre veut? Écouter, apprendre à décoder. Parce qu'on entend souvent pour l'instant que le consentement, il doit être dissible, en tout cas
outre-Atlantique, donc au Québec, ils sont forts sur ce mouvement de il faut dire oui. Et si c'est pas oui, c'est non. Bah, moi, j'ai un petit problème avec ça parce qu'en fait, le consentement, il peut être tu par pudeur, il peut être tu par timidité, par feeling aussi. Est-ce qu'on a toujours envie de te poser la question dans toutes les étapes d'un rapport sexuel? Ben, pas spécialement. Et en fait, on peut aussi apprendre à s'écouter soi, forcément. Mais ça, c'est difficile parfois. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on a envie, même en tant qu'adulte? Mais surtout d'écouter l'autre, quoi, dans ce qu'il envoie comme signe. Et les signes, ils ne sont pas que verbaux, ils sont aussi physiques. Donc je pense que ça, c'est la clé de voûte du consentement. C'est d'arriver à se connaître et s'écouter, soi et l'autre. Voilà. Et c'est vrai que l'idée du consentement, c'est quelque chose qui peut passer comme extrêmement simple, puisqu'il y a le droit des contrats, et il y a un consentement mutuel, et c'est tout simple. Et puis on se dit, bon, c'est OK. Et puis on se dit, si ça pouvait marcher, ce serait génial, parce que du coup, pour parler de sexualité avec les jeunes, on leur donnerait des règles. Hein. Il suffit de respecter la règle, et puis justement tout ce travail d'aller s'interroger sur soi, ce qu'on veut, que c'est très compliqué, etc. On y va épurer. On dirait c'est simple, il y a du consentement, etc. Le problème de la notion du consentement, c'est que déjà, elle est un peu bizarre, parce que, comme notion, parce que le droit, la notion de consentement, ça vient du droit des obligations, c'est-à-dire que on demande le consentement à une personne parce qu'elle va s'obliger envers une autre. Hein. Quand je vais à la boulangerie et que j'achète du pain, je m'oblige à payer mon pain. Hein, c'est qu'il y a un contrat et réciproquement, le boulanger, il s'oblige à me donner son pain. En réalité, s'il pouvait prendre mon argent, s'il me donnait pas, il me ferait. Moi, je pouvais prendre le pain. Voilà. On s'oblige l'un envers l'autre. Est-ce que des amants sont dans un rapport d'obligation? Est-ce que être amant avec quelqu'un, c'est je m'oblige à l'autre, à ceci, à quoi? Et puis l'autre, réciproquement, s'oblige à quelque chose. Est-ce que le cadre juridique paraît évident au premier abord, puis finalement, dès qu'on creuse, on arrive à un truc compliqué, puisque l'autre dit « Ah oui, l'autre, oui, il voulait ça, et puis moi, j'étais d'accord. » Et là, du coup, c'est devenu un contrat, et on dit « Bah oui, on peut pas parler comme vous l'évoquiez, dire « Ouais, mais attendez, là, il y a un problème, c'est du prostitutionnel. » Oui, mais si c'est OK pour le prostitutionnel, ah ben ouais, merde, vous êtes mineur. Et puis, voilà, on tombe dans un truc où finalement, la logique du droit n'est pas du tout adaptée. On ne peut pas être normatif quand on va parler de ces sujets-là. On ne peut pas se débarrasser de la problématique en posant sur des règles. Et donc, finalement, c'est tout ce travail sur apprendre à écouter son corps. Parce qu'on voit bien que ces jeunes filles, par exemple, qui sont dans le michtonage, ce sont des filles qui sont totalement coupées de leur corps. Parfois, pour pouvoir envisager comment à nommer le fait prostitutionnel, il y a des éducatrices qui vont commencer par faire des ateliers de massage, des ateliers de relaxation, d'aller au hammam avec elles, c'est-à-dire recréer le lien avec leur corps pour qu'elles se disent « Ah ouais, c'est mon corps, et donc je peux très bien décider et d'être en connexion avec lui, que c'est pas simplement un truc qui se balade. » Tant que c'est dans la représentation de cette gamine que le corps, c'est dans le regard de l'autre et dans le désir de l'autre, et que c'est quelque chose qui est utile pour avoir du feu. Voilà, je pense que c'est remettre ce sensible, si on veut parler de sexualité, et pas compter sur énorme. J'interviendrai donc juste après. Il y aura sûrement encore une question, mais sur la question du consentement tout de même et du michetonnage ou de la prostitution, on est bien en train de parler des adolescents, et donc si on parle de consentement, me semble-t-il, il faut absolument qu'on étudie le concept d'emprise, et non seulement le concept, mais la réalité psychique qu'il y a derrière. Et on vient de parler d'hypersexualisation. Notre société d'adultes a quand même une large responsabilité sur l'emprise qu'elle a sur non seulement les adolescents, mais aussi les adultes que éventuellement nous sommes. Et tout l'art du marketing et autres, c'est quand même une logique d'emprise. Et cette emprise sur la notion de corps qui est devenu un objet, en plus pour des adolescentes qui ont eu déjà des problématiques sur des violences sexuelles, donc il y a une coupure avec ce corps, mais en plus la société nous dit que le corps n'est qu'un objet parmi d'autres qui peut être utilisable comme une denrée, comme une autre. Donc effectivement,
une fellation contre une clope, mais ça va tout à fait dans le sens de notre société. Donc en tant qu'adulte, et ce sera mon propos après, mais certainement encore une question, on est quand même dans des paradoxes, on a des messages contradictoires pour les adolescents, et c'est pas facile pour eux de s'y retrouver. J'ai pas très bien compris la question ou l'affirmation. Pour elle, c'est un jeu. Je sais pas si c'est un jeu, c'était comme ça. Ouais. Ah oui, non, mais surtout que c'est une association avec beaucoup de personnes qui viennent du monde catholique. Voilà. Donc, ça explique. C'était d'autant plus. Les mœurs, c'était contre les bonnes mœurs.